Bonjour, de quoi est fait le monde? Petite histoire d'une grande question, épisode 7, la fin de la science grecque. Alors, dans l'épisode précédent, nous avions vu que la période hellénistique, qui commence en mois 323, à la mort d'Alexandre le Grand, avait été marquée par une accélération des progrès scientifiques. Mais regardons ces quelques dates. Euh, on voit par exemple donc le plus grand savant de l'Antiquité, Archimède, qui a vécu autour de moins 200. Et puis ici, Apollonius, également un très grand mathématicien, donc il est mort en moins 190. Euh, Ensuite, on va trouver Hipparque, auquel je n'ai pas rendu forcément justice dans l'épisode précédent, j'en ai un peu parlé, mais peut-être qu'il faudra lui consacrer une vidéo, parce que c'est un des plus grands astronomes de l'Antiquité. Mais on voit quand même que ça a tendance à s'écarter, hein, les dates, hein, et Hipparque est vraiment le dernier grand savant de cette époque. Ensuite, bon, il faut aller jusqu'au début de notre ère, hein, pour trouver Héron d'Alexandrie. Alors Héron était un mathématicien, un ingénieur aussi. Euh, il construisait des machines, dont on a déjà parlé, qui étaient assez remarquables, mais finalement pas plus complexes que celles que Ctésibios ou Philon de Byzance construisaient déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas eu de progrès vraiment remarquable. Alors c'est vrai que Héron utilisait la vapeur, mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de progrès remarquable dans l'ingénierie. Et même, on ne trouve plus de technologie à cette époque-là du niveau du mécanisme denticitaire, hein, donc qu'on avait pu dater de à peu près moins 200. Alors un peu plus tard, donc autour de 100 de notre ère, hein, donc entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, on trouve le grand mathématicien, oui, un peu mathématicien, mais surtout grand géographe et astronome Ptolémée, Claude Ptolémée. Alors, Ptolémée est très connu parce qu'il a écrit une œuvre, l'Almageste, qui va ensuite être beaucoup reprise et dans laquelle finalement il va compiler et synthétiser les modèles planétaires qui avaient été déjà élaborés par Apollonius et Hipparque bien avant lui. Alors, il fait quelques innovations, mais c'est surtout quelqu'un qui va synthétiser la science plus ancienne. Il va également il va également faire œuvre en géographie, hein. Ptolémée est un grand géographe, hein. Son atlas a longtemps fait autorité. Mais les méthodes qu'il utilise sont les mêmes que celles d'Ératosthène, qui avait déjà commencé à déterminer des positions latitude-longitude des grandes villes du pourtour méditerranéen. Alors, Ptolémée va poursuivre cette œuvre et établir des cartes euh, relativement précises pour son époque, mais il n'innove pas vraiment, il fait que poursuivre l'œuvre d'Ératosthène. Un peu plus tard, on trouve Ménélaus, qui est un mathématicien sur lequel je ne vais pas insister. Ce n'est pas un très grand mathématicien, même s'il va quand même un peu innover en géométrie sphérique. Puis plus tard, donc vers 200, Diophante. Alors Diophante, lui, va vraiment innover, puisqu'il va s'intéresser à des problèmes auxquels ne s'étaient pas intéressés les Grecs jusqu'à présent, des problèmes algébriques, des équations algébriques, donc il cherchait des solutions entières. Mais en réalité, c'était des problèmes et même des méthodes qui remontaient aux Babyloniens. Donc Diophante certainement innove d'un point de vue grec, mais en réalité, il va beaucoup s'inspirer des Babyloniens. Donc, alors ça reste un grand mathématicien, mais bon, même si on compte Diophante comme un très grand mathématicien, peut-être quand même pas l'égal d'Archimède, on voit qu'on a quand même un ralentissement, hein, de ces grands noms, hein, dans cette frise chronologique. Alors Pappus, j'en parle à peine, parce qu'en fait, finalement, c'est essentiellement un compilateur. Donc on voit d'une part une raréfaction des grands talents, et d'autre part, on a également une concentration géographique. Alors, à partir de Héron, là, ils sont tous basés à Alexandrie. Les cinq, là, ils sont tous basés à Alexandrie, alors qu'Archimède, lui, était de Syracuse, Hipparque de Nicée, Apollonius de Perga. Donc, on avait même si, bien sûr, Alexandrie était
le plus grand centre scientifique hein, dans l'époque hellénistique, à l'époque hellénistique, il y avait quand même une certaine diversité. La science était un peu plus répandue. Elle n'était pas uniquement concentrée à Alexandrie, mais vous voyez, à partir du 1er siècle, disons avant Jésus-Christ, elle se concentre uniquement à Alexandrie. Alors ensuite, après 300, là on n'a vraiment plus que des commentateurs qui font plus que commenter les éléments d'Euclide, ce genre de choses. Alors, parmi les plus connus, on a Théon d'Alexandrie, sa fille Hypatie, et puis Simplicius, encore un peu plus tard Philoponus. Philoponus peut-être un peu une exception, puisque lui va innover dans le domaine de la physique. On sera amené à en reparler. Mais donc on voit qu'on a comment dire, une perte en quantité et en qualité de la science. Et également une perte géographique, puisqu'elle se concentre, elle devient maintenant vraiment plus que uniquement un phénomène alexandrin. Alors comment expliquer cela? On va... Alors il n'y a pas d'explication qui fait consensus, hein, c'est un peu une énigme historique, mais disons qu'il y a un certain nombre de suspects. Alors on va passer en revue, donc en commençant par le suspect numéro 1, Rome. Alors effectivement, hein, donc, la période hellénistique, elle prend fin, soit à la bataille de Corinthe, donc en moins 146, soit à la mort de Cléopâtre 7, en moins 30, mais disons, elle prend fin quand Rome commence à contrôler la majeure partie, et voire même jusqu'à la totalité du monde méditerranéen. Alors, la grande rivale de Rome, c'était Carthage, et Rome a affronté Carthage lors des guerres puniques. Et il se trouve que les cités de Grande Grèce, hein, donc du sud de l'Italie, en particulier Syracuse, avaient pris le parti des Carthaginois. Donc mauvaise pioche, donc ils sont pris dans la tourmente, et Syracuse, la ville d'Archimède, est prise par les Romains en moins 1212, et Archimède meurt à cette occasion. Alors, à partir de la bataille de Corinthe, donc en moins 146, Rome domine toute la Grèce. Alors, bon, ok, ça, ce sont des guerres, des événements politiques. Est-ce que ça impacte la science? Ben, oui, ça impacte la science, alors de deux manières. D'abord, parce que ça provoque, alors j'en ai pas parlé aussi, hein, il y a des interventions régulières en Égypte, puisque l'Égypte était très importante pour Rome, puisque c'était un exportateur de blé hein, dont Rome avait absolument besoin. Donc Rome va de plus en plus souvent, jusqu'à la mort de Cléopâtre, hein, où à ce moment-là, Rome prendra complètement le contrôle de l'Égypte, qui deviendra une province romaine. Donc on voit que Rome va intervenir de plus en plus dans le monde grec et dans les royaumes hellénistiques, en particulier dans le royaume ptolémaïque. Alors, quels sont les impacts sur la science de ces interventions militaires romaines? Bah, d'abord, il y a des troubles directs. Hein, par exemple, en moins 47, lors des guerres de César, hein, la ville d'Alexandrie a été incendiée. C'est un accident, hein, c'était les bateaux qui étaient visés, mais le feu est passé du port à toute la ville, et peut-être qu'une partie de la bibliothèque a brûlé, mais certainement pas toute à ce moment-là, puisque on trouve encore des traces plus tard d'activité de la bibliothèque d'Alexandrie. Et parlant des bibliothèques, longtemps, c'était considéré par les Romains comme du butin. Hein. Les ouvrages qui étaient entreposés dans ces bibliothèques, eh bien, les Romains savaient qu'ils étaient coûteux, qu'ils représentaient un prix très important. Donc c'était des trésors. Donc, par exemple, pendant le sac de Syracuse, eh bien, la bibliothèque, tous les traités savants grecs sur lesquels les Romains ont pu mettre la main, eh bien, ils ont été revendus et comme ça dispersés. En réalité, donc, les Romains ne s'intéressaient pas à ces choses-là. Ils ne s'intéressaient pas à la science. Hein. C'était une civilisation qui était pré-scientifique. Et un autre impact, si vous voulez, c'est la réduction
des lettrés grecs en esclavage. Alors ils étaient réduits en esclavage pour devenir des enseignants, euh, donc pour l'élite romaine. Alors, d'une part, ça a un effet un peu négatif, puisque bon, ça va certainement affecter le réseau intellectuel grec, mais ça va avoir un effet bénéfique sur la civilisation romaine, puisqu'elle va commencer à s'helléniser et à s'ouvrir aux arts et aux sciences. On connaît l'admiration extrême que portaient les Romains pour la civilisation grecque, ça date de cette période-là, mais ça a pris plusieurs générations. C'est un processus lent, qui rencontrait d'ailleurs un certain nombre de résistances. Certains Romains considéraient que la culture grecque n'était pas virile et que c'était en quelque sorte une corruption de la vraie culture romaine, cette hellénisation. Par exemple, on trouve des discours de Caton l'Ancien dans cette optique-là. Alors les Romains s'intéressent aux arts et à la philosophie grecque, mais surtout ceux de l'époque classique, donc Platon, Aristote, même un peu après pour les philosophes, hein, notamment par exemple la philosophie stoïcienne ou épicurienne ont eu beaucoup de succès à Rome, mais les Romains n'étaient pas intéressés par la science hellénistique, tout simplement parce qu'elle était trop complexe pour eux. La science, alors ils aimaient entendre des récits vulgarisés, donc Pline l'Ancien, Plutarque, tout ça, ce sont des gens qui ont produit, des Romains, qui ont produit une littérature de compilation, de vulgarisation, de simplification de la science grecque, mais dans laquelle toute la complexité, toute la technicité va se perdre. Donc on voit que la civilisation romaine n'était pas favorable, n'était pas propice, hein, disons, à un développement de la science, et comme Rome a pris le contrôle de plus en plus, et jusqu'à la totalité du pourtour méditerranéen, la Méditerranée est devenue une sorte de mer intérieure, hein, soit de Rome directement, soit des États vassaux de Rome, eh bien cet état d'esprit des Romains a certainement été défavorable, et explique pourquoi la science s'est concentrée à Alexandrie, qui restait un petit peu l'unique bastion de la science hellénistique. Alors voilà, ça c'est notre suspect numéro 1. Mais bon, ça n'explique pas tout, même si c'est vrai que c'est une partie de l'explication sûrement. Il y a également des problèmes internes au royaume hellénistique. Alors, c'est la société, par exemple, de l'Égypte ptolémaïque, était une société fracturée, avec tout en haut les Grecs et les populations hellénisées, soit égyptiennes, phéniciennes ou juives, qui étaient tout en haut de la pyramide sociale. Et les Égyptiens, disons, le peuple égyptien, lui, était vraiment tout à fait en bas. Alors, ça peut évidemment, on peut comprendre que ça ait entraîné une certaine tension. Alors, c'était la même chose dans l'Empire séleucide, hein, donc Moyen-Orient, Proche-Orient. Et on a une trace, hein, d'ailleurs, des tensions au sein de la société de l'époque hellénistique, dans ces royaumes hellénistiques, avec la révolte des Maccabées, donc en Judée, donc en entre moins 164 et moins 140, hein, ça correspond vraiment aux dates où on voit que la science commence à fortement décliner. Hein. Donc c'était possiblement, on n'a pas d'épreuves non plus dans tous les endroits, mais on a en tout cas cette trace-là, donc c'était possiblement une époque troublée. Alors on a un bon exemple, puisque c'est quelque chose qui est resté dans la tradition juive, hein, puisque la fête de Hanouka célèbre la victoire, hein, donc des Maccabées. Mais alors contre qui se battait-il? C'était une victoire contre qui? Alors on dit parfois contre l'Empire séleucide, mais enfin surtout, c'était une victoire contre d'autres juifs, mais qui étaient, eux, favorables à la culture grecque, hein, des juifs hellénisés, qui voulaient faire de Jérusalem, le lapsus est révélateur, ils voulaient faire de Jérusalem une sorte de ville à la grecque, et à l'exemple d'Athènes, ce qui ne convenait pas du tout aux juifs plus traditionnalistes. Et bien, le même genre de phénomène s'est certainement produit en Égypte. Alors, on a quelques traces, hein, de cela.
Il y a eu de nombreuses guerres de succession dans la dynastie des Ptolémées. On peut par exemple prendre donc le cas de la guerre civile entre Ptolémée 8. Alors la numérotation est un peu complexe, tout le monde n'est pas d'accord sur le numéro, c'est ce que c'est 8, 7, 9, je ne saurais pas dire. Disons Ptolémée 8, pas beaucoup d'importance, et Cléopâtre 3. Alors, donc, le conflit a quand même intéressé le monde scientifique. Pourquoi? Parce que Ptolémée 8, et alors c'était une nouveauté, a soulevé le peuple d'Alexandrie contre les Grecs. Alors c'est un peu curieux, parce que lui-même était un Grec, hein. Mais il était en bisbille avec Cléopâtre 3, et qui, elle, avait le soutien de l'élite grecque et des savants, notamment, du Moussaïon. Et donc, quand Ptolémée VIII a soulevé le peuple contre les Grecs, ben, ils ont expulsé, ils ont pourchassé ainsi les savants du Moussaïon. Et donc, on voit un impact ici direct des troubles de succession, des troubles sociaux aussi, sur le fonctionnement de la science. On peut évidemment comprendre qu'il a été perturbé, également le financement, hein. Il a été comme ça un petit peu au fil de l'eau, en fonction des circonstances. Alors, ça continue ensuite. On a encore des conflits entre Ptolémée IX et Cléopâtre III, qui était sa mère, entre Ptolémée IX et Ptolémée X, qui était son frère, etc., etc., jusqu'au conflit entre Cléopâtre VII, on a plus connu, et Ptolémée XIII, son frère, conflit qui a été arbitré par César. Donc on voit que cette dynastie des Ptolémées, qui au départ, avec Ptolémée Ier, était extrêmement favorable à la science, et on a assuré le financement et le fonctionnement, bien, ça va être de plus en plus compliqué à partir du moment où il y a toutes ces guerres internes. Alors, bon, ça c'est certainement également un facteur important d'explication. Alors voyons maintenant un autre, alors peut-être un peu plus inattendu, la philosophie. Alors comment la philosophie pourrait-elle être coupable d'avoir empêché ou ralenti le progrès scientifique? Alors voyons déjà quels sont les grands courants philosophiques qui sont apparus à l'époque hellénistique. Alors on a d'abord chronologiquement le scepticisme, avec une figure comme Pyrrhon, pour qui rien ne peut être tenu pour vrai ou faux, donc il faut suspendre son jugement. Alors, en soi, le doute, évidemment, fait partie de la science, et une forme de scepticisme est scientifique, mais l'hyper-scepticisme ne l'est pas, parce que si rien ne peut être tenu pour vrai, à quoi bon chercher la science est quand même la recherche d'une certaine vérité, pas d'une vérité absolue, d'une vérité provisoire, mais d'une vérité quand même. Si rien ne peut être tenu pour vrai ou faux, la recherche scientifique apparaît comme assez vaine. Et alors c'est particulièrement apparent chez un grand philosophe de ce courant sceptique qui est Sextus Empiricus, donc qui était actif vers 200 de notre ère. Et il n'y a qu'à constater les attaques par les titres de ses œuvres contre les géomètres, contre les arithméticiens, contre les physiciens. On voit quelqu'un qui était franchement hostile à la science, hein. Il ne croyait pas en la méthode scientifique. Alors, honnêtement, ses arguments étaient plutôt faibles, hein. C'est même assez étonnant qu'on considère que c'est un grand philosophe, mais bon, ça c'est une opinion personnelle. Mais en tout cas, donc on voit déjà qu'au IIe siècle de notre ère, il y avait une tendance, une ambiance, disons, anti-scientifique dans certains courants philosophiques en tout cas. Alors un autre grand courant philosophique qui est né à l'époque hellénistique, c'est l'épicurisme. Alors on a déjà parlé d'Épicure, hein, puisque c'était un atomiste, hein, qui a repris les théories de Démocrite et qui les a un peu mises à jour. Et Épicure s'intéresse à la science. Mais pour Épicure, la science a un rôle très précis qui fait partie qui contribue à un des objectifs principaux auxquels Épicure s'attelle, c'est
de détruire la crainte envers les dieux. Et pour Épicure, la science est un outil qui aide à ne pas craindre les dieux. Si on a des explications scientifiques pour les phénomènes naturels, alors on n'a pas besoin de dieux pour les expliquer, et donc ces dieux, finalement, ne servent pas à grand-chose, ne sont pas tout-puissants, il ne faut pas les craindre. Mais pour Épicure, ça s'arrête là. Le rôle de la science s'arrête là. Et il dit explicitement qu'il serait vain d'essayer de découvrir la vérité grâce à la science. Pour Épicure, la science nous donne simplement des scénarios plausibles. Et ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors, voilà par exemple un extrait de la lettre à Pyroclès, dans laquelle il exprime clairement cette idée. Le décours et le cours de la Lune, c'est les phases de la Lune, peuvent se produire soit par la révolution de ce corps céleste, soit, donc effectivement, donc les positions de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil, soit aussi bien par les configurations que prendrait l'air, c'est un peu plus bizarre, mais soit encore par l'interposition d'un corps opaque. Donc voilà, il donne trois possibilités pour expliquer les phases de la Lune, qui étaient bien comprises à l'époque d'Épicure par les astronomes. Et les astronomes avaient bien compris que c'était la première explication qui était la bonne. C'est la révolution de la Lune autour de la Terre qui fait que cet astre change de position par rapport à la Terre et au Soleil. Et donc n'est pas éclairé de la même façon. Voilà. Ça, c'était déjà bien compris à l'époque d'Épicure, mais Épicure donne d'autres hypothèses, émet d'autres hypothèses, et il dit, car si nous ne faisons pas ainsi, c'est-à-dire si nous n'émettons pas plusieurs hypothèses, la recherche des causes des phénomènes célestes deviendra vaine tout entière. C'est ce qui est déjà arrivé à plusieurs qui, au lieu de s'attacher à la seule méthode possible, donc d'élaborer plusieurs scénarios, sont tombés dans des opinions vaines parce qu'ils ont pensé que les phénomènes célestes ne pouvaient recevoir qu'une explication unique. C'est-à-dire si un scientifique dit « Non mais voilà, l'explication, la bonne, c'est celle-là », bah, en fait il est dans l'erreur selon Épicure. Il faut toujours avoir plusieurs fers au feu, en quelque sorte. Bon, mais ça, c'est pas très scientifique comme position. À partir du moment où on a compris quelque chose, il y a un consensus scientifique, et on ne va pas avoir comme ça. Alors, bien sûr, il y a des phases de la science où on a plusieurs explications. Par exemple, si on regarde dans la cosmologie actuelle, il y a plusieurs modèles. On n'est pas sûr de quel est le bon, mais plus personne ne remet en cause, par exemple, le Big Bang. Alors, ça fait partie de tous les modèles. Parce que là-dessus, il y a des preuves, donc il y a une forme de certitude provisoire, hein, parce qu'on peut toujours améliorer les choses, mais on les améliore sans les bouleverser complètement, en les raffinant, tout simplement. Et ça, Épicure, là, ne comprend pas du tout, et il est même hostile à cette idée qu'on pourrait s'approcher de la vérité par la science. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, d'autant plus que l'épicurisme est une philosophie qui a été très influente, notamment à Rome. Et enfin, le stoïcisme, lui, peut-être a été encore plus influent, puisqu'il y a même un empereur, hein, Marc Aurèle, qui était un philosophe stoïcien, est né aussi à peu près à la même époque. Hein. Et donc c'est une philosophie qui est plutôt pro-science, mais qui est quand même très axée sur les questions éthiques. Hein. Ce qui compte pour les stoïciens, c'est comment conduire sa vie. C'est pas comment est fait le monde. C'est pas de quoi est fait le monde. Même s'ils ont quelques idées sur la question d'ailleurs, qui sont plutôt du genre des explications qu'il y avait avant Aristote, hein, pas avec le pneuma, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ne sont pas hostiles à la science, hein, c'est une philosophie d'ailleurs déterministe, et où la causalité est importante. Donc ça pourrait aller avec la science, mais il y a quand même un contraste avec les philosophes de l'époque précédente, parce que les stoïciens s'intéressent quand même bien plus aux questions éthiques. Et ça va montrer qu'il y a une forme de déplacement de l'intérêt pour les questions éthiques au détriment des questions scientifiques. Donc la philosophie se détache un peu de la science. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas la question, mais je pense qu'en tout cas, il y a un soutien qui fait défaut à partir de l'époque hellénistique. La science la plus pointue n'est plus vraiment soutenue par la philosophie, elle en est un peu détachée. Alors on va arriver maintenant au système numéro 4, qui est encore plus surprenant peut-être.
mais que je crois très important, c'est la science elle-même. Alors pour expliquer ce point, il faut rentrer un petit peu dans le détail du problème majeur auquel les astronomes de l'époque hellénistique étaient confrontés, c'est celui du mouvement des planètes. Donc ici, on a l'illustration, là, c'est le déplacement de la planète Mars. Alors je vais mettre mes lunettes pour bien voir les petites dates. Donc on voit que ici, 1er juillet, Mars se trouve ici, 1er août ici, donc ça tourne dans ce sens-là. Chaque point, c'est la position de Mars un mois au premier du mois, donc juillet, août, septembre, etc. Et là, vous voyez, le déplacement de Mars, ça fait comme une sorte de petite boucle. Donc il se déplace d'abord dans un sens, puis il revient en arrière, donc ça s'appelle une rétrogradation. Puis ensuite, il repart dans le même sens. Voilà. Alors, ça, cette rétrogradation des planètes, c'est difficile à concilier avec l'aristotélisme. Vous vous souvenez que Aristote considérait que les planètes qui sont faites d'éther avaient un mouvement naturel qui était circulaire. Et on devait pouvoir comprendre le mouvement des planètes en composant des mouvements circulaires centrés sur la Terre. C'était des sphères concentriques désaxées, le premier modèle d'Aristote. Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Alors, pour essayer d'expliquer, par exemple, ça n'expliquait pas bien ces rétrogradations. Alors, pour expliquer ça, le grand astronome dont on a déjà parlé, qui avait calculé la distance de la Terre au Soleil, même s'il s'était pas mal trompé, il avait trouvé que le Soleil était très loin de la Terre et très grand. Et il en a conclu que peut-être c'était le Soleil qui était au centre et que ça permettait d'expliquer plus simplement le mouvement des planètes. Donc l'idée héliocentrique était née pendant la période hellénistique. Alors c'était une excellente idée, bien sûr, mais il n'a pas été suivi. Alors pourquoi ça? Alors c'est difficile à dire parce qu'en fait on n'a pas le traité d'Aristarque sur l'héliocentrisme ne nous est pas parvenu, malheureusement. Mais s'il ne nous est pas parvenu, c'est probablement aussi parce qu'il a été peu recopié. Et s'il a été peu recopié, c'est soit qu'il n'a pas été très bien compris, soit qu'il n'a pas été considéré comme très sérieux là-dessus. Et pourquoi? Probablement parce qu'il y avait une objection, d'ailleurs c'est pas probablement, c'est sûrement, on sait, cette objection lui a été opposée. Si c'était le cas, si c'était la Terre qui bougeait et pas le Soleil, alors comment se ferait-il qu'on ne le sente pas? Comment les oiseaux pourraient-ils rester dans le ciel et pas être emportés en arrière par le mouvement de la Terre? C'est-à-dire ils resteraient en arrière pendant que la Terre avance, quoi. Donc cette question, finalement, de la relativité du mouvement, eh bien, elle n'était pas comprise. Bien sûr, c'est le point problématique. Il y avait là une matière à une nouvelle révolution scientifique, mais cette révolution n'a pas eu lieu. Il y a eu une première révolution, souvenez-vous, avec Anaximandre qui a compris que la Terre flottait dans l'espace. C'était peut-être pas le premier, il y avait peut-être eu des précurseurs, mais il n'avait pas pu expliquer pourquoi la Terre ne tombait pas. Anaximandre a pu expliquer pourquoi la Terre ne tombait pas. Aristarque a bien compris que c'était le Soleil au centre, mais il n'a pas pu expliquer pourquoi on ne sent pas la Terre bouger. Et ça, malheureusement, pour complètement changer sa vision du monde, on a besoin de très bons arguments. Et donc, il fallait absolument qu'il explique pourquoi on ne sentait pas la Terre bouger. Il n'a pas pu le faire. Alors, d'autres astronomes ont essayé d'autres choses. Et un modèle finalement assez intuitif qui a été mis en place par Apollonius d'abord, puis par Hipparque qui l'a perfectionné, c'est le modèle des épicycles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un épicycle? C'est assez simple. C'est un petit cercle, pas forcément petit d'ailleurs, mais c'est un cercle sur un cercle. Alors je m'explique. Ici, vous avez au centre la Terre. Ici, vous avez un premier cercle qu'on appelle le déférent. Et la planète, par exemple Mars, ne va pas tourner sur le déférent autour de la Terre, mais va tourner sur un épicycle, c'est-à-dire un cercle qui va tourner autour du déférent. C'est-à-dire qu'on a une composition de deux mouvements circulaires. Donc la planète qui est là va faire un mouvement de rotation autour d'un point qui lui-même fait un mouvement de rotation autour de la Terre. Et donc en composant ces deux mouvements de rotation, ça fait des boucles comme ça, et ça peut reproduire ce type de comportement visuel. D'ailleurs, si
le Soleil, enfin, si la Terre faisait un véritable cercle autour du Soleil, et que Mars aussi faisait un véritable cercle autour du Soleil, eh bien, du point de vue de la Terre, on aurait exactement ça, c'est-à-dire une composition de deux mouvements circulaires. Mais vous savez, c'est pas si simple. Les deux orbites, celle de la Terre autour du Soleil et celle de Mars autour du Soleil, ne sont pas strictement circulaires. Comme Kepler l'a découvert bien plus tard, elles sont elliptiques. Et le Soleil n'est pas au centre, mais il est en un foyer. Et bien ça, dès le deuxième siècle de notre ère, Ptolémée va s'apercevoir que le modèle des épicycles n'est pas exact. Alors, il s'aperçoit de ça notamment parce qu'il a de très bonnes observations qui sont disponibles, qui sont celles des Babyloniens, qui avaient réalisé d'excellentes observations pendant une période très longue. Et il a pu s'apercevoir que le mouvement épicyclique, c'est-à-dire que le mouvement de la planète autour du point qui lui-même tourne autour de la Terre, ce mouvement-là, il est peut-être circulaire, mais il n'est pas uniforme. Effectivement, les planètes ne tournent pas en un mouvement uniforme autour du Soleil, puisque d'abord, ce n'est pas un cercle, c'est une ellipse, et le Soleil n'est pas au centre, et le mouvement, il est parfois accéléré, parfois ralenti, vous savez bien. Et donc, cette non-uniformité du mouvement épicyclique, elle avait été déjà repérée. Alors, c'est un phénomène qui est assez fin, parce qu'en réalité, les orbites ne sont pas très elliptiques, mais c'est pas très excentrique. C'est assez proche de cercle, quand même. Mais Ptolémée avait détecté les erreurs. Alors, pour les corriger, il a introduit ce qu'on appelle le point équant. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez la Terre ici. La croix, là, c'est le centre du déférent. Et le petit point circulaire ici, c'est ce qu'on appelle le point équant. On va l'appeler E. Et alors, selon Ptolémée, le mouvement de la planète autour du centre ici n'était bien sûr circulaire autour de ce point, mais n'était pas uniforme par rapport à ce point, mais par rapport à ce point. C'est assez subtil. Et on remarque que dans ce modèle, la Terre n'est pas au centre du déférent. Le centre du déférent, c'est la croix. Et le point équant et la Terre sont symétriques par rapport au centre du déférent. Ça rappelle beaucoup le fait qu'en fait, il y a une ellipse avec un centre et deux foyers. Donc évidemment, s'il avait pensé à une ellipse avec des foyers, il aurait probablement obtenu un modèle encore bien meilleur. Mais bon, il n'a pas pensé aux ellipses, mais il avait introduit ces points qui décentrent un peu le mouvement. Alors, c'est ce qui fait que ce modèle n'est pas géocentrique. Il n'est pas géocentrique parce que la Terre n'est pas tout à fait au centre du déférent. Alors, ce modèle avec des épicycles, ce n'est pas vraiment un modèle aristotélicien, parce qu'on n'a pas que des cercles centrés sur la Terre. En fait, rien n'est vraiment centré sur la Terre, en fait. Donc, c'est pas vraiment géocentrique. On appelle ça le modèle géocentrique, mais en réalité, il n'est pas complètement géocentrique. Alors bon, en plus, ce modèle, il est différent d'une planète à l'autre, c'est-à-dire que d'une planète à l'autre, l'épicycle peut avoir des tailles très très variées. En fait, pour les planètes intérieures, comme Vénus, il est plus grand que le déférent. Donc c'est assez baroque. C'est vraiment un truc un peu... Ça ressemble beaucoup à du bricolage. Et Ptolémée en est conscient, et d'ailleurs, pour lui, en utilisant une phrase qui n'est pas de lui ni de Platon d'ailleurs, il s'agit seulement de sauver les apparences. Et c'est une phrase de Platon, sauver les apparences, mais ça représente bien cet état d'esprit qu'il faut rendre compte des observations, et c'est tout. Et pour Ptolémée, accéder à la vérité, c'est pas le but de l'astronomie. Et ça, c'est vraiment une mentalité qui est déjà médiévale. L'astronomie n'a pas pour but... L'astronomie a en fait renoncé au but de comprendre et d'expliquer le mouvement des planètes. C'est pour ça que je dis que la science est un peu un suspect dans notre histoire, parce que la science a perdu foi en elle-même. Bien que cette histoire d'astronomie finalement n'a pas de conséquences pratiques, je pense que c'est très important que l'absence d'un modèle convaincant de l'univers, ça on a besoin finalement, l'être humain a besoin d'un modèle convaincant de l'univers, et si la science ne lui fournit pas, eh bien ça engendre un doute sur la valeur de la science. Et ça, c'est très important. Donc, je pense que c'est cette science de pointe, la plus théorique. On pourrait dire finalement, ils ont des problèmes, mais c'est pas très grave. Et ça, je crois que c'est une leçon pour aujourd'hui, parce que la physique des particules, aujourd'hui, a quelques problèmes.
Ça fait un moment qu'on bute sur des choses. On n'a pas vraiment beaucoup fait de progrès depuis les années 80, disons. Et je pense que c'est un souci pour les applications futures, parce que même si euh, cette physique des particules n'a pas d'application, si on arrive à un moment donné où la science doute d'elle-même, eh ben, ce doute va être contagieux. Voilà, je pense que, alors ça c'est une hypothèse personnelle, mais il me semble que, en tout cas, ça permet de saisir un petit peu l'esprit dans lequel se faisait la science, se pratiquait la science à la fin de l'Antiquité. Enfin, on va passer au cinquième suspect, alors, dont on fait souvent le suspect numéro un, mais en réalité, donc il s'agit du christianisme, hein, bien sûr, mais en réalité, ça ne peut pas être le suspect numéro un, simplement pour des raisons chronologiques. Parce que le christianisme se répand donc, à partir des premiers siècles de notre ère, et alors qu'on a vu que la science avait quand même déjà bien commencé à décliner, en qualité et en quantité. Donc les attaques du christianisme sur la science sont tardives, mais elles sont quand même réelles. Il ne faut pas les nier. Le christianisme est devenu une religion d'État à Rome, et l'empereur Théodose a déclaré donc le christianisme religion d'État en 380. Et un peu plus tard, en 391, il va plus loin, il interdit le paganisme. Et ça, c'est gênant pour la science. Pourquoi? Parce qu'il ordonne la destruction des temples païens. Or, le Moussaïon d'Alexandrie, c'est le temple des Muses. Donc, c'est un temple païen. Et alors, on ignore si l'édit de Théodose a été suivi à la lettre, mais il est bien possible et probable que la bibliothèque d'Alexandrie ait été en partie détruite, sinon en totalité, à cette époque-là. Alors ensuite, l'Empire romain va se scinder en partie ouest, hein, occidentale et partie orientale. Donc Alexandrie est dans la partie orientale. Et c'est uniquement cette partie orientale où un peu de science va continuer à être préservée, même si la science ne va pas, il va pas y avoir de progrès, mais il y a des commentaires, il y a une préservation dans l'Empire byzantin. Alors une date importante, c'est en 415, la lapidation d'Hypatie. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, peut-être que je ferai une vidéo sur Hypatie. C'est une figure, c'est une sorte de martyr de la science et de la raison. Alors c'était une philosophe néoplatonicienne qui était la fille de Théon d'Alexandrie. Alors Théon d'Alexandrie, qui était, on dit parfois que c'était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, donc il serait encore en activité en 415, hein, mais en fait c'est pas forcément cette bibliothèque-là, ça en était peut-être une autre, on n'est pas très sûr. Euh, donc bien sûr, elle a été lapidée par une foule de chrétiens en colère, hein, pour des raisons essentiellement politiques, pas scientifiques, mais bon, ça montre les difficultés à cette époque pour les chrétiens de tolérer autre chose, aussi bien d'un point de vue philosophique que scientifique, même si la science n'était pas forcément leur cheval de bataille. En 476, donc on a la chute de l'Empire romain d'Occident. Alors c'est pas un drame pour la science, parce que de toute façon il n'y avait pas vraiment de science du côté occidental. Mais en 529, on a Justinien, donc empereur d'Orient, qui ferme l'académie, donc l'académie de Platon, qui avait fermé puis qui avait été réouverte. Donc c'était une académie néo-platonicienne. Elle est définitivement fermée donc en 529 et les philosophes qui sont là vont quitter l'Empire byzantin pour, pour aller donc en Orient. Alors on voit qu'il y a quand même un certain nombre de faits où on a une attaque sur des chrétiens contre des autorités chrétiennes et impériales contre la philosophie, contre les temples païens et de façon indirecte mais réelle contre la science. Mais je crois que y a des attaques aussi intellectuelles. Par exemple, Tertullien, donc c'est un des pères de l'Église, avait des mots très durs sur la philosophie grecque. Mais je crois que le problème majeur que pose le christianisme pour la science, c'est pas ça. C'est plutôt une forme de concurrence et pour un déplacement des talents. C'est-à-dire, il y a une concurrence pour les cerveaux. Je m'explique. À partir du IVe siècle, l'Église va offrir des meilleures perspectives que les écoles philosophiques
ou la recherche scientifique. Imaginez, vous êtes un jeune homme intellectuellement talentueux, on ne parle pas tellement des jeunes femmes, hein, même s'il y a Hypatie quand même. À l'époque, c'est quand même essentiellement masculin hein, comme activité. Vous vous demandez ce que vous allez faire dans la vie. Faire de la science, aller à Alexandrie pour apprendre la science, c'est pas très porteur. Vous avez de bien meilleures perspectives en apprenant la théologie et en devenant un évêque, par exemple. Et on a l'exemple d'Augustin d'Hippone, hein, qui est devenu Saint Augustin, qui était un intellectuel très brillant, bien formé, qui a hésité un certain temps entre poursuivre une carrière philosophique ou finalement ecclésiastique. Il a opté bien sûr pour l'Église, il s'en est expliqué, et bien sûr d'autres moins importants que lui ont fait la même chose. Donc je crois que c'est plus cette espèce de concurrence pour de concurrence intellectuelle qui fait que il y a toujours des grands esprits, mais ils ne se posent plus les mêmes questions. Et les questions scientifiques, d'abord, elles apparaissent difficiles, parfois même, désespérées. Et les conditions les conditions d'exercice de la science sont de plus en plus difficiles. Alors, pourquoi pas aller plutôt vers l'Église? Alors, en conclusion, on voit qu'on a observé finalement plusieurs suspects en fait, qui vont se conjuguer. Hein. Donc il y a un faisceau tout un faisceau de causes qui vont participer au déclin de la science grecque. Il y a d'abord une diminution du soutien financier, troubles sociaux, troubles dynastiques, etc., dans les royaumes hellénistiques, une diminution du soutien moral, hein, celui de la philosophie, une perte de confiance de la science en elle-même, une absence de progrès théorique, c'est-à-dire qu'on arrive à une situation de blocage en astronomie. Rome, avec tout ce que ça implique, difficulté pour les Romains à percevoir et à comprendre la méthode scientifique. Et puis une concurrence et des attaques de l'Église, donc ça c'est plutôt vers la fin, mais c'est un peu le dernier clou dans le cercueil. Et puis si on rajoute à ça des éléments de fragilité qui étaient présents au départ, hein, notamment du point de vue de la formation. On avait, par exemple, à Alexandrie, une bonne formation d'un niveau, on pourrait dire, universitaire, mais il n'y avait pas vraiment de formation unifiée dans toutes les cités grecques. C'était un peu aléatoire. Tout ça fait qu'on a un écosystème qui est de moins en moins favorable à la science et qui entraîne une régression, puis une stagnation. Et enfin, une quasi-disparition de la science sur une période de 5 siècles. Ça, c'est pas fait. Il n'y a pas eu une rupture, mais ça s'est fait graduellement. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Que va-t-il rester? Est-ce que la science va disparaître pour de bon, pour être reconstruite à partir de rien? Dans quelle région du monde tout cela va-t-il se passer? Eh bien, nous le verrons dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est important. Et puis ça m'encourage. Et puis vous pouvez aussi, et vous pouvez, c'est encore mieux, vous pouvez faire les deux, vous pouvez vous abonner. Et comme ça, vous serez tenu au courant du prochain épisode. Voilà. À bientôt dans une nouvelle vidéo.